Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a multiplié les erreurs et a perdu de nombreuses batailles. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. En 1940, alors que l'Angleterre est à sa portée, Hitler va laisser l'armée anglaise se reconstituer. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. Une erreur qu'il paiera très cher lors du débarquement allié. En 1942, multipliant les mauvaises décisions face à l'armée rouge, Hitler va précipiter ses divisions dans l'enfer de l'hiver russe. Les armées allemandes ne sont pas équipées en froid. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Hitler perd près d'1 million de soldats. C'est le véritable tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler a perdu la guerre à l'Est. En 1944, il lance une offensive inutile dans les Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Seul responsable de cette hécatombe, Hitler épuise ses dernières forces et ouvre les portes de l'Allemagne aux armées alliées. Début 1942, l'Allemagne nazie a atteint un point de rupture. Le Führer a multiplié les mauvaises décisions stratégiques. Après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Cette décision prise sans demander l'avis de son état-major porte en elle les graines de la défaite à venir. En Russie, l'opération Barbarossa voulue par Hitler n'a pas permis au Reich de vaincre l'ogre russe. Bien au contraire. La contre-offensive des divisions de Staline repousse les armées allemandes et les condamne à affronter le terrible général hiver. Pour Hitler, il est temps de choisir entre le repli stratégique que souhaitent ses généraux et la fuite en avant que sa folie lui dicte. Le pétrole fourni par l'Allemagne ou par la Roumanie ne suffit plus du tout à alimenter les Panzerdivision. Donc du coup, Hitler commence à envisager aussi la conquête des champs de pétrole caucasiens notamment, donc dans le sud de la Russie. Prendre les pétroles du Caucase, Bakou, Maïkop et autres, c'était répondre à un double objectif. Déjà, priver l'armée rouge de sa capacité à faire la guerre. Deuxièmement, se donner les réserves stratégiques pour l'Allemagne pour régler le problème immense que le blocus faisait peser sur ce pays. Blocus anglo-saxon qui était quasiment hermétique, et donc Hitler pensait réaliser ce double objectif par le plan bleu, Fallblau, déclenché donc le 28 juin 1942 à l'Est. Ce plan bleu semble très attrayant sur le papier. Mais en pratique, Hitler n'a pas pris conscience de l'état des routes après le dégel et surtout des distances considérables pour rejoindre le Caucase. Bakou, sa capitale, se trouve à près de 3000 km. Hitler néglige également l'usure des hommes, des matériels et les difficultés d'approvisionnement. Toujours en proie à ses préjugés raciaux, le Führer persiste à sous-estimer l'adversaire russe. Et les premières semaines sont plutôt en sa faveur, la conquête se fait assez facilement, sauf que le 23 juillet 1942, un ordre assez hallucinant tombe. Hitler décide de diviser ses armées en deux. Une première armée va effectivement aller vers le Caucase et la 6e armée du général von Paulus est chargée d'aller prendre Stalingrad. Hitler fait suivre à ses troupes deux axes divergents. C'est donc le principe néfaste de division des forces. L'état-major est effaré par cette improvisation, mais personne n'a cependant la moindre influence sur les décisions stratégiques d'Hitler. C'est une 6e armée épuisée et mal ravitaillée qui doit s'emparer de Stalingrad. Elle est commandée par le général Friedrich Paulus. La prise de Stalingrad est très importante pour Hitler. Il y a une première raison assez évidente, c'est que ça s'appelle Stalingrad, donc c'est politique. On va prendre la ville qui porte le nom de Staline. Stalingrad est un symbole à la fois pour Hitler et pour Staline, évidemment.
parce que Stalingrad, c'est une grande ville industrielle qui porte le nom du dictateur soviétique. Et Hitler a bien compris, évidemment, que prendre Stalingrad, du point de vue symbolique, ce serait effectivement un désaveu du dictateur soviétique. Prendre Stalingrad, c'est couper les communications sur la Volga. Et ça, c'est quand même important parce que nous sommes en 1942, l'apport américain commence à intervenir sérieusement. Il arrive par l'Iran, la Caspienne, et il remonte la Volga. Donc, par conséquent, si Stalingrad tombe, la route de la Volga est coupée. Les approvisionnements américains ne remontent plus vers le nord. Le 23 août, au moment où les Allemands de Paulus, 6e armée, y arrivent, le soir même, déclenchement d'un bombardement. Un bombardement qui va avoir pour conséquence de transformer Stalingrad en ruine. L'ordre consistant à détruire tout ce qu'il est possible de détruire est un ordre qui est idéologiquement complètement cohérent. C'est-à-dire que ces gens sont des inférieurs, ils ont l'outrecuidance de nous résister, nous allons les réduire à néant. Voilà, pour résumer. Ce que Paulus ne réalise peut-être pas, c'est l'immense difficulté du combat urbain. Il est bien connu que les ruines pour la défense, c'est formidable. Lorsque l'on est dans une ville détruite, les armes fonctionnent différemment. Les armes effectivement utiles changent. Là où un char était très utile à découvert, il ne l'est plus dans une ville parce qu'à tous les coins de rue, il peut se faire détruire par quelqu'un d'un peu décidé, que ce soit avec un bazooka ou avec un cocktail Molotov, etc. Donc le combat change de nature. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Les soldats allemands n'étaient pas habitués à la guérilla urbaine dans une ville démolie. Et donc, ils ont eu beaucoup de difficultés déjà tactiquement à s'adapter à ce genre de combat. Et les soviétiques, eux, de leur côté, ont mis des forces incroyables en face. Ils ont eu d'énormes pertes, mais ils voulaient absolument tenir. Donc, ça a été effroyable. Pendant près de 2 mois, Paulus va multiplier les assauts face à un ennemi qui défend avec acharnement chaque quartier, chaque immeuble, chaque étage et chaque cave. Ils ne parviendront pas à la Volga. Il y a un quartier qu'ils ne parviendront jamais à prendre. Et donc les troupes soviétiques, elles passent la rivière et il y a toujours des renforts qui arrivent heure par heure. Il y a un régiment soviétique qui est démoli, il y a un autre régiment qui arrive constamment. Parfois, c'est dramatique parce qu'ils arrivent sur le front sans fusil. Donc, ils sont obligés, on leur dit, prenez le fusil des morts qui sont devant vous pour attaquer. L'armée rouge va y laisser des dizaines de milliers d'hommes. Les commissaires du NKVD, l'ancêtre du KGB, seront sans pitié. Tout soldat ou toute troupe qui veut reculer est abattu sur place. On citera le chiffre de 13 000 soldats abattus par les commissaires du NKVD. Donc, c'est pas rien. Lorsque la neige arrive en octobre 1941, les Allemands n'ont de nouveau pas les équipements nécessaires pour affronter l'hiver. Sans renfort notable, pas entraînés à la guérilla urbaine, mal ravitaillés, le moral des troupes de la Wehrmacht s'effondre. Paulus se rend compte par des reconnaissances aériennes dès octobre que sur son flanc nord et sur son flanc sud-est, il y a de fortes concentrations soviétiques qui se font. Il est inquiet parce que sur ces deux endroits, ces flancs sont couverts par 2 armées roumaines qui sont fort mal équipées pour la guerre en général et pour l'hiver en particulier. Il lui demande l'autorisation de faire effort pour pouvoir décrocher, car sinon, il va se trouver dans ce que les Allemands appellent un Kessel, c'est-à-dire un chaudron. Hitler va dire « niet ». On ne recule pas. On ne recule pas. C'est une stratégie de se reculer pour mieux réattaquer. C'est une stratégie militaire qui est vieille comme le monde. Et si on ne recule pas, on se fait manger. Si on recule, on refait ses forces et on peut réattaquer.
On n'apprend pas ça au caporal, quoi. Le 14 octobre 1942, Hitler, le petit caporal, émet l'ordre opérationnel numéro 1 qui interdit tout recul à Paulus. Ses troupes doivent rester dans Stalingrad et remporter la bataille à tout prix. Un mois plus tard, l'armée rouge déclenche une offensive de très grande envergure sur 2 fronts autour de la ville. Staline lance sa contre-offensive, il ne la lance pas sur Stalingrad même, où il y a le cœur des forces allemandes, mais il va étudier le dispositif allemand. Et au nord et au sud de Stalingrad, il y a les troupes italiennes et roumaines. Et les Russes vont fondre sur ces troupes italiennes et roumaines qui sont d'une moindre valeur militaire et qui vont céder plus rapidement et qui va permettre l'encerclement de Stalingrad. Lorsque le 23 novembre 1942, l'armée rouge referme les 2 pinces de sa tenaille, la 6e armée de Paulus est prise au piège. Une armée allemande enveloppée, ce n'était jamais arrivé. Et donc Hitler donne l'ordre au Feldmaréchal von Manstein, provisoirement son commandement, de monter une opération de dégagement de Stalingrad par le sud. Von Manstein prévient Hitler qu'il ne pourra établir qu'un corridor permettant de ravitailler Paulus et éventuellement lui permettre de fuir. Pour cela, les troupes de von Manstein foncent droit sur le dispositif russe. Mais l'armée rouge, voyant la manœuvre, contre-attaque. Von Manstein est obligé de se replier, sous peine d'être encerclé à son tour. L'armée de Paulus doit désormais tenir seule, privée de vivres, de carburant et de munitions. Pour alimenter cette 6e armée, cette 6e armée, en gros, ça fait dans les 250-260 000 hommes. Il faut un minimum de 500 tonnes par jour. Et Göring répond encore une fois présent. Kein Problem, mein Führer. 500 tonnes, vous en voulez 500? C'est pas 600? Non? Ok, 500, très bien. Moi, mes Junkers 52, ils vont y aller. Or, là-bas, ça bat la neige et le froid. Les Junkers 52, avec la mauvaise essence, la mise en route, les moteurs ne démarrent pas, ça ne chauffe pas, et puis il peut en amener 100 tonnes, quoi. Manque 400. Donc, au bout de 8 jours, manque 3200, quoi. Hein. Le résultat des courses, c'est que la 6e armée, au sens vrai du terme, va crever de faim. Elle va crever de faim, puisqu'il faudra quand même donner une certaine priorité aux munitions. Le 10 janvier 1943, l'armée rouge lance un ultime assaut, destiné à réduire définitivement la poche de Stalingrad. 15 jours plus tard, au moment où les Russes coupent en 2 les forces allemandes, Hitler réaffirme l'ordre à Paulus que ses troupes ne doivent ni reculer, ni se rendre. Hitler nomme en dernière limite, fin janvier, von Paulus maréchal, en croyant que von Paulus allait se suicider, ne pas se rendre, parce qu'un maréchal allemand ne se rend pas, et von Paulus va se rendre. Paulus se rend, mais ne donne pas l'ordre formel à ses hommes de se rendre, donc ça dure encore 48 heures, mais c'est foutu, quoi. Enfin, le 2 février 1943 au matin, le drapeau rouge flotte sur Stalingrad. Il signe la première défaite majeure de l'armée allemande et de son chef suprême, Adolf Hitler. Le problème de von Paulus, c'est qu'il a été très obéissant à l'égard d'Hitler, mais c'est pour ça qu'il a conservé son poste. Mais d'un autre côté, en restant extrêmement obéissant à Hitler, il a permis aux Soviétiques de faire des centaines de milliers de prisonniers. Donc, il aurait peut-être dû penser à ses troupes avant de penser à sa fidélité à Hitler. Je crois qu'une caractéristique de cette guerre en Russie, toute guerre est inhumaine, mais celle-ci l'est particulièrement. Les Allemands ont été affreux et les Russes leur rendent l'appareil. Ce qui veut dire que des 91 000 prisonniers de Stalingrad, il y en aura moins de 5 000 qui retrouveront leur pays. Ils vont soit être liquidés purement et simplement, soit crever de faim dans les camps
de prisonniers. Depuis le début de l'opération Barbarossa, les Allemands ont perdu 1 million d'hommes tués, blessés ou disparus. En face, l'armée rouge en a perdu le double, mais ses réserves en hommes sont 7 fois plus importantes que celles de la Wehrmacht. Depuis 39-40, on avait une armée plutôt conquérante dans la victoire. Et là, on a vraiment un tournant, une bascule. Et cette bascule va continuer à s'opérer donc en Afrique du Nord à partir de l'année 43. Alors qu'Hitler subit son premier revers sur le front russe, les Américains, en réponse à sa déclaration de guerre, sont entrés dans le conflit. Alliés aux Anglais, ils viennent de prendre pied en Afrique du Nord. The President of the United States welcomed the Prime Minister of Great Britain. The gravity of the moment had brought them together. Au cours du printemps 1942, au plus fort de la domination allemande, les Alliés conviennent de la nécessité d'ouvrir un second front, tant réclamé par Staline pour soulager l'URSS. Cette opération baptisée Torche doit permettre un débarquement sur les côtes d'Afrique du Nord. Les Anglo-Américains disposeront ainsi d'une plateforme pour débarquer en Europe. Pour cela, ils doivent vaincre les troupes d'élite de l'Afrika Korps qui occupent la Libye. L'Afrika Korps, c'est une armée d'élite. L'Afrika Korps n'est pas du tout négligeable. Il est commandé par Rommel, un général très populaire auprès de l'opinion publique allemande. L'Afrika Korps du maréchal Rommel va avoir maintenant un nouvel ennemi en plus sur le dos. Alors qu'ils avaient déjà les Anglais, ils étaient en train de retraiter. Ils vont avoir maintenant la puissance des Alliés qui va préparer un débarquement, donc l'opération Torche, en novembre 1942, sur les côtes d'Afrique du Nord. Le 8 novembre 1942, l'opération Torche, qui implique 100 000 soldats, est déclenchée à partir de 200 bâtiments de guerre. Trois groupes ont pour mission d'établir 9 têtes de pont sur près de 1500 km de côte. L'affrontement contre les troupes du général Rommel, allié aux Italiens, s'engage sans tarder. Rommel a été battu à El Alamein. Bon. El Alamein, une bataille que les Anglais ne pouvaient pas perdre. Ils ne pouvaient pas perdre pour 2 raisons. La première, qu'ils étaient au moins à 2, voire même à 3 contre 1. Deuxièmement, ils étaient près de leur base. Tandis que Rommel, sa base, elle était loin. C'était Tripoli, un peu Benghazi, et plus loin, la Tunisie. Donc, il a été battu. À partir de ce moment-là, les forces de l'Axe italiennes et allemandes qui se trouvent encore en Libye et en Tunisie sont combattues à l'est par la 8e armée britannique qui progresse en Libye et à l'ouest par les anglo-saxons associés aux Français. Ils sont encerclés, en fait, de plus en plus. Et à la fin, Rommel signale effectivement à Hitler la nécessité de rapatrier les troupes d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas d'arrêter les combats. Et là, en Afrique du Nord, Hitler va faire la même erreur qu'à Stalingrad. Une nouvelle fois, il s'entête et impose à son armée de tenir ses positions jusqu'au dernier homme. Il eût été préférable de quitter l'Afrique du Nord, de se replier en Italie, plutôt que de tenter de résister à tout prix, plutôt même que d'envoyer des renforts, comme Hitler le fait, en Tunisie. Des milliers de jeunes soldats allemands fraîchement débarqués vont se retrouver inutilement sacrifiés. La seule chose, c'est que Rommel est rappelé par Hitler, parce que Rommel est une figure très populaire en Allemagne, un des meilleurs généraux allemands, et donc il aurait été catastrophique que Rommel soit fait prisonnier. Petit à petit, l'étau se resserre. La supériorité matérielle des Alliés est écrasante. Ces barrages d'artillerie infligent des pertes importantes aux troupes ennemies. Mais l'Afrika Korps persiste dans ses contre-offensives suicidaires. Les montagnes tunisiennes vont être un cercueil pour une majorité de soldats allemands. Ceux qui avaient reçu ordre de se battre en Tunisie, se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Lorsque la Tunisie a capitulé vers le 8 mai 1943, il y a eu 130 000 Allemands qui se sont trouvés prisonniers en Tunisie.
c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure qui aboutit à une défaite terrible, à une quantité de prisonniers, non seulement italiens, mais également allemands, tout à fait considérable. J'ai tendance à penser que le désastre tunisien, le désastre de l'Axe en Tunisie, est probablement pire en matière stratégique et en termes de puissance militaire que ce qui se passe à Stalingrad. C'est symboliquement moins fort, c'est aujourd'hui moins connu, mais c'est un désastre qui est probablement pire pour les armes de l'Axe que ce qui se passe à Stalingrad. Il perd autant de troupes. L'Axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. En mai 1943, sur le front russe, la situation n'est pas meilleure. Partout, les Allemands ont reculé. Hitler veut reprendre l'initiative après ses échecs devant Moscou et Stalingrad. C'est à Koursk que l'opportunité de contre-attaquer va se présenter pour l'état-major allemand. Créé sur la ligne de front au cours de l'offensive soviétique du printemps 1943, c'est une poche de 150 km de profondeur. Les soviétiques ont formé dans le dispositif allemand ce qu'on appelle, selon qu'on le regarde, un saillant ou un rentrant, c'est-à-dire une grosse bosse. Ce saillant comporte d'importantes faiblesses défensives. Hitler a eu l'idée de la percer par une offensive blindée majeure, de manière à encercler les armées soviétiques qui étaient dans cette poche et avoir une victoire. Le véritable objectif d'Hitler, c'est de faire encore de la communication. Car après Stalingrad, tous ses alliés, Mussolini compris, lui ont dit « il faut faire la paix avec Staline, maintenant on ne peut plus tenir ». Donc l'objectif politique d'Hitler, c'est de redonner confiance à ses alliés européens, et donc il veut montrer la puissance de l'armée allemande, notamment avec de nouveaux matériels en panzer, les tout nouveaux chars Panther, chars moyens, puissants, et surtout le tout-puissant Tigre qu'il y a depuis quelques mois, et de chasseurs de chars géants, éléphants. C'est vrai que le Tiger et le Panther étaient d'excellents chars. Les Allemands ont un passé de blindés excellent. Ça n'arrive pas aussi vite qu'ils ne le pensent. C'est ça le problème. Parce que il ne suffit pas de dire il n'y a qu'un faucon, quoi. Hein. Tout ça se passe très très loin des centres industriels allemands où sont produits ces chars, où sont produites ces armes, et il faut le temps de les acheminer. Et ce sont des choses que tout le monde oublie, mais il faut les mettre dans des trains, il faut que ces trains parviennent à progresser, malgré les partisans soviétiques qui commencent à devenir très très efficaces, malgré l'aviation soviétique, et donc tout ça prend du temps. Le général von Manstein est partisan d'une attaque rapide. Il veut surprendre et détruire un ennemi exténué par les derniers mois de combat. Hitler est d'un avis contraire. Il faut temporiser jusqu'à l'arrivée des nouveaux chars, supposés invincibles. Il temporise, ça va arriver, mais si on perd un mois ou deux, alors qu'on est au milieu de la toundra, c'est mortel. Voilà. On a perdu plusieurs semaines. En attendant, les généraux soviétiques qui étaient sur place, eux, étaient bien au courant qu'il y avait une offensive qui se préparait du côté allemand. Ils sont au courant, par les Anglais, de tous les axes d'attaque des Allemands. Dès le jour où le plan a été prévu par l'état-major allemand, les Anglais ont déchiffré Enigma et ont fait part d'une partie de ces renseignements aux Russes. Donc les Russes savent exactement comment les Allemands vont attaquer, où ils vont attaquer et avec quel type de force ils vont attaquer. Ils ont eu le temps de préparer le terrain par une défense en profondeur, avec des mines, avec tous les systèmes anti-chars, l'artillerie, etc. Ils se sont renforcés durant ce temps-là. Et donc c'est vrai que Hitler a déclenché l'offensive le 5 juillet 1943, trop tardivement à nouveau. 5 juillet 1943, l'opération Citadelle est déclenchée. Les forces en présence sont considérables. 2 millions de soldats russes sont face à 900 000 Allemands. Plus impressionnant encore, 2700 chars allemands vont affronter près de 5000 chars soviétiques, composés d'une majorité de T-34. Ce sont des chars, entre guillemets, basiques, pas du tout sophistiqués, mais résistants et très bien servis par les tankistes soviétiques. De T-34, ils en ont à l'appel, des milliers, et ça y va, ça y va, ça y va. Et les pauvres gros Panther et Tiger qui arrivent, ben, ils sont morts avant d'arriver, quoi. Hein.
La bataille de Koursk va être la plus grande bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va être le cimetière des blindés. L'offensive nord va très rapidement tomber sur des défenses soviétiques impénétrables et ils vont s'y casser les dents, ils vont être obligés de reculer. Vers le sud, les défenses vont être enfoncées, les défenses soviétiques. Mais très rapidement, les troupes allemandes ne peuvent pas tenir, ils n'ont plus assez d'hommes, ils perdent un matériel fou et les soviétiques se renforcent de jour en jour. Les unités blindées allemandes combattent quasiment à 1 contre 2. Et donc très rapidement, malgré la valeur de ces unités blindées allemandes, le combat tourne à l'avantage des soviétiques. Il n'y aura pas tellement de manœuvres. On va se tuer à bout portant. Ça va être, dans un sens, si vous voulez, un Verdun des chars. La défaite de Koursk est une nouvelle démonstration de l'incapacité d'Hitler à diriger ses armées. En 50 jours de combat, la Wehrmacht perd la moitié de ses effectifs. Que l'armée allemande prenne ou pas ce saillant n'aurait pas changé la guerre. Il aurait mieux valu du côté allemand battre en retraite et de faire une ligne de défense, mettons, à l'ancienne frontière de l'Union soviétique, de faire quelque chose de solide, que de mener ces combats en retraite permanents, perdant des milliers de camions et de blindés qui ne pouvaient plus rouler. Là, ils ont eu des pertes épouvantables en matériel et en hommes. C'est un événement majeur parce que, après Koursk, les Allemands n'auront plus l'initiative sur le front de l'Est. Ils ont perdu tellement d'hommes et de matériel à Koursk qu'ils ne seront plus en capacité, après Koursk, de mener une opération de grande échelle sur le front de l'Est. À Stalingrad, il a perdu 260 000 hommes et puis un revers de prestige. Enfin, la Wehrmacht était toujours là. Tandis qu'à Koursk, Hitler a perdu la guerre à l'Est. En 1944, les Allemands reculent désormais sur tous les fronts. De plus, Hitler croit à l'imminence d'un débarquement allié. Il est sur la défensive. Hitler pense que le débarquement se fera autour d'un port en France. Et donc, il a privilégié une zone possible de débarquement plutôt dans le nord de la France. Et en plus, c'est là, entre Calais et Douvres, où la partie de la Manche est la plus courte. On a à peu près une trentaine de kilomètres, alors qu'entre Cherbourg ou Caen, il y a à peu près 120 kilomètres. Donc, les Alliés ne vont pas être fous. S'ils partent d'Angleterre, ils partiront de Douvres. Hitler pense que les armées américaines alliées vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Pour ce faire, il met les Panzerdivision très bien armées à Lille et dans la région du Nord, en face du Pas-de-Calais, quoi, en gros. Cette cécité sur le lieu va être une erreur stratégique d'importance puisque pendant longtemps, cette 15e armée allemande va être utilisée à défendre des côtes contre un envahisseur qui ne viendra jamais. Pour induire Hitler en erreur, les Alliés vont multiplier des opérations fictives. Il y a eu des bombardements importants dans le nord de la France, peu avant le débarquement de Normandie, pour faire croire. Il y a eu des agents doubles en Angleterre qui ont envoyé des messages au commandement allemand disant que le débarquement se ferait bien dans le Nord-Pas-de-Calais ou sur la côte belge, enfin bon, avec des renseignements contenant des aspects vrais et des aspects faux. Hitler est tombé dans le piège. Persuadé qu'un débarquement allié aura lieu dans le nord de la France, il y concentre un maximum de troupes. Lorsque l'opération Overlord débute le 6 juin 1944, les premières vagues d'assaut alliés ne débarquent pas dans le Pas-de-Calais. Mais 300 km plus bas, le long des côtes normandes, là où précisément les positions allemandes sont moins bien défendues. Devant la gravité de la situation, l'état-major allemand doit de toute urgence redéployer ses divisions de Panzer en face des troupes alliées. Il faut téléphoner à Hitler, lui seul peut en donner l'ordre. 6 juin 1944, incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller. Le matin du 6 juin, on n'a pas le droit de le réveiller. Von Rundstedt, qui est commandant du Grosse Paris, insiste, mais on lui répond « Non, 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 sous aucun prétexte. » Mais oui, mais il faut me lâcher les divisions qui sont... Non, non, non.
Les heures passent. Les vagues d'assaut alliés se succèdent à un rythme soutenu. Il va se réveiller qu'à 10 heures. Les opérations sont déjà extrêmement engagées. Il faut prendre des décisions tout de suite. Tout est bloqué. Hitler est le seul qui a la main pour bouger les divisions de Panzer. En France, il y a 10 divisions de Panzer. C'est l'arme qui peut faire la différence face aux Alliés au débarquement. Les 10 divisions de Panzer, c'est ce que redoutent le plus les Alliés. S'ils sont engagés sur le front de Normandie, le débarquement devient une affaire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus incertaine. Informé du débarquement allié, Hitler refuse de se déjuger et persiste à croire que les Alliés cherchent à le manipuler. Il dit, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est une intox. Donc je garde mes Panzer Division. Il a cru que c'était une diversion, que le débarquement allait très prochainement se faire dans le nord et pas en Normandie, que c'était une opération secondaire. À la mi-journée, Hitler n'a toujours pas réagi. Pendant ce temps, les Alliés s'emparent des plages une à une. Rundstedt donne l'ordre de mise en route. Ils partent. La grande chancellerie rappelle en disant « Zurück, demi-tour ». Il n'est pas question. Et pendant ce temps-là, les partisans, enfin nos FFI font sauter les ponts. Et quand Hitler se rend compte vraiment qu'il faut y aller, les trains sont obligés de descendre jusqu'à Montargis, Sens, pour remonter, parce qu'il n'y a plus de pont sur la Seine. Eh oui. Hitler va retenir 7 divisions de Panzer dans le Nord-Pas-de-Calais et il va seulement en envoyer 3 en Normandie. 70% de ces chars vont rester l'arme au pied pendant que les combats se dérouleront en Normandie. Ça va permettre aux Alliés de renforcer tous les jours cette tête de pont et d'assurer la libération de la France et de l'Europe. Si Hitler n'avait pas dormi ce matin-là et s'il avait accepté d'écouter ces généraux, ces maréchaux dont c'est le métier, eh bien, il aurait donné l'ordre. Dans les 48 heures, les Panzer Division étaient en face d'Omaha Beach. Eh ben, peut-être que les Alliés seraient repartis, auraient rembarqué, quoi. Hein. C'est de la politique fiction. N'empêche que. La dégradation du climat militaire s'accélère. Certains dignitaires pensent que le temps est venu de faire payer Hitler. Ils lui reprochent ses erreurs qui ont tant coûté à l'armée allemande. En Allemagne nazie, il y avait une résistance. Il y a une résistance allemande à Hitler en Allemagne nazie, y compris dans l'armée, de gens qui en 39-40, croyaient en Hitler. C'est pourquoi le 20 juillet 1944, des putschistes déclenchent l'opération Valkyrie. Les acteurs de l'attentat du 20 juillet 1944 sont en partie des officiers supérieurs et puis des officiers généraux de la Wehrmacht qui ont une vision très lucide de ce qui se passe à l'Est, qui savent que, dans un terme très court, la guerre est perdue et qu'il faut donc couper net la décision de poursuivre la guerre en tuant le chef des armées et, en l'occurrence, le chef de l'État. Pour cela, les conjurés disposent d'un homme idéal qui approche régulièrement le Führer, le colonel Stauffenberg. C'est un personnage impressionnant qui porte de graves séquelles de la campagne d'Afrique du Nord. Lorsqu'il arrive ce jour-là en Prusse orientale pour une réunion d'état-major, sa sacoche est bourrée d'explosifs. L'attentat ne peut pas rater. L'attentat dans le repère du Loup au mois de juillet 1944 est un attentat qui échoue de très peu. Lorsque la réunion commence, une vingtaine de dignitaires de la Wehrmacht entourent Hitler. Stauffenberg est en retard. C'est de la faute, ça n'a pas de chance. En ce sens que la bombe de von Stauffenberg a été placée à un mauvais endroit. Stauffenberg rejoint le groupe pendant l'exposé d'un général. En raison de sa surdité et à sa demande, il est placé à la droite du Führer. Pour lui, c'est la place idéale pour déposer la serviette piégée. L'attentat a échoué pour une raison purement de mallette mal positionnée en dessous de la table. Prétextant un appel téléphonique, Stauffenberg s'éclipse rapidement. Un des officiers, cette sacoche le gênait, il l'a déplacée. Et il l'a mis contre un pilier en bois d'une des tables sur lesquelles se tenait la conférence.
L'explosion a entièrement soufflé le bâtiment. Mais les conspirateurs ont échoué dans leur tentative d'assassinat. L'attentat n'a fait que 3 victimes et a miraculeusement épargné Hitler. Le dictateur s'en sort avec une blessure à la main droite et de légères brûlures sur tout le corps. Quelqu'un a dit la main du diable a protégé Hitler. Et c'est vrai, il aurait dû mourir ce jour-là. Le même jour, en Prusse orientale, arrive Mussolini. Il est accueilli par Hitler portant le bras droit en écharpe. Miraculé, le Führer est assoiffé de vengeance. Et alors, il y a eu une purge à la suite de ça tout à fait considérable parce que la plupart des membres de l'armée allemande, des commandants de l'armée allemande qui sont impliqués de près et même de loin, et même parfois de très loin dans cet attentat, sont fusillés, éliminés. Rommel sera obligé de se suicider. Von Kluck, un des grands patrons aussi de l'armée allemande du moment, qui conduit de se suicider. Une partie des comploteurs seront pendus à des crottes bouchées. Les films seront visionnés par Hitler, qui fera voir son état-major personnel en tant qu'avertissement. Sa vengeance est terrible. Au total, 5000 personnes sont liquidées. Une purge qui décime l'état-major militaire. Hitler n'a plus confiance en son armée. Dans ce processus-là, c'est la SS qui va gagner en puissance. Himmler, maintenant, est le numéro 2 à côté d'Hitler, parce que Hitler, effectivement, confie à la SS c'est une remise en ordre. Et ça va avoir des conséquences dramatiques sur l'état du front, puisque plus que jamais, à partir de l'été 1944, le mot d'ordre va être un mot d'ordre idéologique. Il faut tenir. Tenir pour une question d'honneur, tenir pour une question de sacrifice si jamais on n'arrive pas à garder la position, et tenir dans l'espérance que, comme l'a promis Hitler et comme il ne cesse de le promettre, la guerre va connaître un retournement grâce aux fameuses armes miraculeuses dont on attend la production et l'entrée en service. Mais les armes miraculeuses comme les bombes volantes auxquelles Hitler s'accroche désespérément ne le sauveront pas. Hitler, à partir de là, va développer à la fois un pathos en privé qui se manifestera par des crises de larmes, ou par le contraire, par des crises de rage terribles. Hitler physiquement est diminué, mais psychologiquement est également diminué. C'est un homme qui est de plus en plus, dans sa tête, assiégé. C'est un homme très fatigué et prématurément vieilli. C'est un homme qui a à peine 55 ans. Mais lorsqu'on voit les images, on voit un homme de 80 ans. L'état mental d'Hitler et physique se dégrade tout au long du conflit à mesure des défaites. Au tout début de la guerre, en 1939, il étonne Keitel en gambadant comme un cabri sur les carcasses d'un train blindé polonais. À la fin de la guerre, on le voit dans un film de 1945, sa dernière apparition, devant des Hitlerjugend, on voit un homme voûté, avec un visage marqué, ayant la main gauche dans le dos parce qu'il était pris d'un tremblement convulsif. En fait, Hitler était un homme atteint de la maladie de Parkinson. C'était un insomniaque. Avec les remontants, contrepoisons et autres que lui administrait le docteur Morel, c'était un quasi-toxicomane. C'était donc un homme qui était incapable, à partir du milieu du conflit, d'avoir les ressources physiques, intellectuelles pour mener cette guerre. Il reçoit des piqûres régulièrement, il est sous médication, il est épuisé physiquement et mentalement. Et plus personne n'ose le contredire. Et autour de lui, il n'y a plus que des généraux qui sont des exécutants et qui n'osent plus devant lui contredire quoi que ce soit. Sur le front de l'Ouest, en décembre 1944, les forces alliées sont en Hollande, au Luxembourg, à Saarbrück, Bruxelles, Anvers, Strasbourg. Tous les officiers ont les yeux braqués sur le Rhin. Les plus optimistes espèrent même que la guerre sera terminée à Noël. C'est oublier la rage qui anime un Hitler de plus en plus coupé de la réalité. Hitler se dit, je peux tenter un dernier coup de poker, et il va lancer une contre-offensive, la contre-offensive des Ardennes, qui va démarrer le 16 décembre 1944.
Il charge le feldmaréchal von Rundstedt de l'offensive. Or, von Rundstedt n'y croit pas. Il n'y croit pas à tel point qu'il ne se rend pas à la réunion d'état-major qu'Hitler convoque avec tous les généraux impliqués dans l'opération. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. Ils sont persuadés qu'effectivement on court à la catastrophe. Ils voient bien la supériorité aérienne des Alliés sur le front ouest. Mais Hitler se dit qu'il faut absolument tenter cette opération pour couper les forces alliées en deux. L'idée, c'est d'attaquer, de contre-attaquer dans les Ardennes, d'atteindre la Meuse, d'atteindre ensuite le port d'Anvers, qui est un port très très important pour le ravitaillement des forces alliées, et ayant réussi cela, de proposer une négociation aux alliés anglo-saxons. Il voulait affaiblir les armées britanniques et américaines, faire une paix de compromis avec les anglo-saxons, pour pouvoir ensuite se retourner contre qui? Contre les soviétiques, contre les communistes, contre les bolcheviks. C'était un coup de poker, mais c'était surtout une erreur stratégique majeure. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Si l'effet de surprise est garanti, l'état-major considère que les ambitions d'Hitler sont démesurées compte tenu des effectifs engagés. Dans les années 1944, il a toujours le même nombre de divisions. Les Panzerdivisionen, au lieu d'avoir 120 ou 150 chars, ils n'en ont plus que 12. Et ils ont 10% de leur effectif. Mais pour lui, ils mettent toujours la plaquette sur la carte, telle division, telle division, telle division. Mais c'était tel régiment, tel régiment, tel régiment. Pour attaquer dans les Ardennes, Hitler doit dégarnir le front de l'Est. La manœuvre est suicidaire. Mais une fois encore, personne ne contredit le Führer. La seule condition pour que l'offensive allemande ait une chance de réussite et que les blindés allemands puissent percer, c'est qu'il faut la chasse alliée soit clouée au sol. Et pour que la chasse alliée soit clouée au sol, il faut qu'il y ait du mauvais temps. Le 16 décembre 1944, la météo est propice au déclenchement de l'opération Wart am Rhein. Lorsque la bataille des Ardennes s'engage, le haut commandement américain est assommé par l'ampleur de l'assaut. Dans un premier temps, ça réussit quand même assez bien. Ils parviennent à bousculer quand même les armées américaines, notamment qui sont sur ce front. Ils sont en repos parce que les généraux américains avaient estimé que vraiment les Ardennes étaient imprenables, que les chars ne pouvaient pas passer par là. À nouveau, la même erreur qu'en 1940. Débordés dans beaucoup de secteurs, les GIs américains se rendent par centaines aux Allemands. Mais l'offensive fulgurante de la Wehrmacht va rapidement marquer le pas. Les objectifs étaient tout à fait exagérés. En aucun cas, l'armée allemande à l'ouest était encore en capacité de percer le front jusqu'à Anvers. Choisir d'attaquer par un temps épouvantable, dépendre ainsi de la météo, est une folie. A fortiori, si l'on songe que cette météo est épouvantable pour les Alliés, mais qu'elle l'est également pour les Allemands, qui vont donc devoir combattre dans des conditions terribles. Les deux armées s'affrontent par des températures négatives qui avoisinent souvent les moins 20 degrés. Le terrain étant rendu soit neigeux, soit bourbeux, les derniers chars, comme les chars de 70 tonnes, étant trop lourds. L'offensive a été freinée par les embouteillages, car le savoir-faire qu'avait manifesté l'armée allemande en 1940, où elle avait su gérer ces embouteillages, n'existe plus. Le 22 décembre 1944, soit 6 jours seulement après le début de l'offensive, les armées allemandes commencent à manquer de munitions et surtout de carburant. Le haut commandement de la Wehrmacht sous-estime par 5 les besoins en carburant. Le carburant va manquer. Le carburant manque déjà, c'est-à-dire que lorsque l'attaque est lancée, il n'y a à disposition que la moitié du carburant nécessaire pour atteindre les objectifs assignés aux forces allemandes. L'autre moitié devra être conquise sur les Alliés, ce qui est quand même un pari complètement incroyable. Dès le 23 décembre, le temps commence à s'éclaircir. L'aviation alliée peut enfin décoller. Dès les premiers rayons de soleil, toute la flotte alliée prend l'air et va clouer au sol tous les blindés allemands. Si
Aussitôt que le soleil revient, les P-47 et les Mustangs fondent sur la Wehrmacht et c'en est fini, quoi. C'est un massacre. L'aviation anglo-américaine s'en prend spécifiquement aux camions de ravitaillement et ce sont que des traînées de camions en flammes et les Allemands sont obligés de plier en abandonnant leur matériel face aussi à la contre-attaque de Patton depuis le sud et une contre-attaque britannique qui s'annonce aussi depuis le nord contre des troupes allemandes composées soit d'unités d'élite très motivées, mais surtout de plus en plus de Volksgrenadier, c'est-à-dire de gamins inexpérimentés, un peu terrorisés, mal habillés, et ne sachant plus progresser comme leurs aînés de 40. La bataille des Ardennes débute à la mi-décembre 1944, elle s'achève le 31 janvier 1945. À ce moment-là, les Allemands sont revenus sur leur ligne de départ, mais ils ont perdu dans cette folie entre 80 000 et 100 000 soldats. Ils ont perdu une quantité d'avions très importante, ils ont perdu des blindés, ils ont perdu du carburant et leur morale est évidemment en chute libre. Et donc ce sont autant d'éléments qui vont manquer cruellement pour s'opposer aux Soviétiques qui, à ce moment-là, sont en train d'attaquer à l'Est. Pendant la bataille des Ardennes, les Russes avancent de 500 km quand même. Les moyens qu'il a pu engager, il aurait mieux valu qu'il les mette à l'Est. Car pour le peuple allemand, le danger, il était surtout à l'Est. Car après les atrocités allemandes vis-à-vis de ceux qu'ils appelaient les Untermensch, vous le savez, les sous-hommes, les villages brûlés, les femmes violées, les hommes et les enfants tués, etc., etc. C'était dans la logique des choses. La vengeance, la haine russe était terrible. Donc, par conséquent, s'il avait raisonné un petit peu en faveur de son peuple, il fallait surtout se défendre à l'Est. Au lieu de capituler, rongé par la démence, le Führer va prendre son peuple en otage et le précipiter avec lui dans sa chute finale. Assailli sur tous les fronts, le Reich, imaginé par Hitler, vit ses derniers instants. Celui qui dominait jadis l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, n'a plus que des armées imaginaires pour se défendre. Pendant ce temps-là, les Anglo-Américains ont porté la guerre au cœur de l'Allemagne, avec pour objectif ultime Berlin. Les Soviétiques, eux, mettent la bouchée double. Staline veut arriver à Berlin avant les Américains et les Anglais. Et il y parvient. Berlin est effectivement pris par les Soviétiques seuls. Fin avril 1945, le Reich, qui devait durer 1000 ans, s'écroule. En matière militaire, comme pour toute l'histoire du Troisième Reich, on est dépendant aujourd'hui de ce que les nazis ont dit d'eux-mêmes et de ce que les nazis ont dit d'Hitler. En matière militaire, par exemple, ils l'ont fait passer pour un chef militaire génial, quelqu'un qui avait inventé la guerre de mouvement moderne, qui avait inventé la mécanisation, etc. On se rend compte qu'à l'épreuve des faits, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ce n'est pas un homme de 1940, ça reste un homme de 1914. Là, on voit bien, concrètement, que ce qui était dit sur un Hitler chef de guerre génial est faux. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. Et qu'au début, le fait qu'il néglige la dimension tactico-stratégique, la nature du terrain, les problèmes de logistique, toutes ces négligences ne rattrapent pas Hitler chef de guerre. Et puis un jour, l'ensemble de ces conditions guerrières, l'ensemble des conditions dans lesquelles le phénomène guerrier doit se développer, rattrape Hitler chef de guerre, et à partir de là, ses paris sont systématiquement perdus. Finalement, son ultime stratégie, c'est celle du suicide. Suicide du peuple allemand, suicide de son entourage proche dans ce bunker sordide, écrasé par artillerie soviétique. Et c'est donc un homme fini et désespéré qui a usé tous ses trucs, qui se tire une balle dans la tempe après avoir empoisonné sa maîtresse.